Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes touchées par la pandémie de coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Plus de 200 nouveaux cas ont été recensés selon le dernier bilan du ministère de la Santé. On ne peut pas se permettre de dire que tous les cas de fièvre détectés en Haïti sont obligatoirement liés au Covid-19, selon l'épidémiologiste Dr Jean-Hugues Henris. Les juges de paix haïtiens rentreront en grève pour la deuxième fois. L'annonce en a été faite par l'Association des juges de paix haïtiens. Ces membres de l'appareil judiciaire exigent entre autres une augmentation salariale et de meilleures conditions de travail. Plus de 200 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Haïti selon le dernier bilan du ministère de la Santé. 3 décès de malades ont également été recensés dans la Grande Anse, ce qui porte le bilan total à 3 538 malades et 54 décès depuis le 19 mars dernier. Ces chiffres peuvent bien entendu être modifiés à tout moment. Selon l'épidémiologiste Jean-Hugues Henris, on ne peut pas se permettre de dire qu'un cas de fièvre en Haïti est obligatoirement lié au Covid-19. Il a fait remarquer qu'il est opposé à tout discours alarmant sur la pandémie. Ce membre de la cellule scientifique de gestion de la crise sanitaire a précisé qu'il s'exprimait en son nom propre. Les activités ont repris à la maternité Isaïe Gentil. Désormais, cet hôpital est en mesure de recevoir des patients atteints du coronavirus. L'annonce en a été faite par le directeur général d'Atus Chantal Sauveur Junior. Des dispositions sont prises en vue de répondre aux exigences de l'heure en ce qui concerne la protection du personnel médical, selon le docteur. Lors d'une visite effectuée ce mardi dans ce centre hospitalier, le constat est différent. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Depuis les émeutes de juillet 2018, l'hôpital Isaïe Gentil faisait face à des difficultés majeures perturbant son bon fonctionnement. 2 ans plus tard, soit en mai 2020, ce centre hospitalier était contraint de fermer ses portes. Ce 8 juin marque sa réouverture. Est-ce pour autant que tous les problèmes sont résolus? Datus Chantal Sauveur Junior est le directeur médical de l'institution. Insécurité, ça a fait que, premièrement, employés nous, médecins, infirmières et autres, ils ont des problèmes pour arriver à l'hôpital, ils ont peur. Et même malades, même tous parents, ils ont toujours peur pour y arriver. Côté même entre eux, les gens qui ont des problèmes, groupe privé, ils entendent, ils font la peine. Nous, par contre, pour combien de temps, nous avons pour le plus longtemps possible. Nous prêts pour nous recommencer. Et ceci, depuis hier lundi, nous recommencer, recevoir malades, commencer à faire service que Caio demandé. Dorénavant mieux équipé, l'hôpital Chancerelle est également en mesure de recevoir des malades du coronavirus, poursuit le docteur. Un lot de matériel provenant du MSPP a permis de renforcer la capacité médicale de ce centre hospitalier. Le personnel est sur place et préparé à répondre à ses obligations médicales, indique le docteur. Si nous avons des suspicions, que nous-mêmes nous faisons test là pour lui, puisque nous n'avons pas un centre spécifique de Covid, nous avons droit pour faire test pour nous, mais à partir de signes et de symptômes liés, nous sommes capables de commencer à faire une prise en charge, et surtout pour Salvini, nous avons fait prise en charge convenablement, et si nous n'avons pas de matériel de protection, nous-mêmes nous avons pour nous pouvoir de certains matériels, juste pour nous prendre soin dans la dignité, dans le respect. Les actes de banditisme enregistrés dans le voisinage n'étaient pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'hôpital. La situation s'est améliorée, se réjouit Datus Chantal Junior qui dit espérer de meilleurs jours. Un hôpital ne saurait fonctionner dans la tourmente. Mais oui, nous avons confiance parce qu'aucune institution, et dans quel que soit le pays, il n'est pas capable de faire un don communauté sans participation communautaire. La participation communautaire, elle pour bon, elle a du poids dans la balance, et c'est à partir de garantie nous joignent
dans la communauté, dans la force vive qui est dans la communauté, force organisée, si là qui dit il y a fait social, c'est comme ça tout le monde connaît, eh bien, avec ça, nous avons garanti que tout le monde qui veut venir prendre soin chancel et tout le monde qui veut venir travailler chancel, que ce soit infirmière, docteur, grand monde qui peut finir courir toujours, et reprise d'activité va fait timidement. Le responsable est un peu plus clair. Tout est normal à la maternité Isaïe Gentil. Mais sur le terrain, qu'en est-il? Dans la zone où se trouve l'hôpital, la circulation n'est pas comme d'habitude. À l'entrée, ce n'est pas la grande foule. À l'intérieur, le calme règne, plusieurs salles sont vides et bon nombre de services sont fermés. Ce jeune citoyen est venu avec sa femme enceinte qui nécessite une transfusion de sang. Aucun médecin n'est présent pour la réaliser. Madame n'a besoin de sang. Il y a une pochette de sang dans elle, qui m'a été reçue dans la Croix-Rouge après un peu de difficulté à 8h du soir. Mais je dis à la ligne même là, je ne peux pas joindre les gens qui peuvent moi dans l'hôpital là. Alors, j'ai besoin de sang pour circuler dans la madame, je ne peux pas de monde qui peut faire. Il est moins chaud un peu parce qu'il est premier petit. Pas de monde parce que en dans vide, sans amel. Oui. Et je ne peux pas sans gâter. Parce que les dates d'expiration tout. En somme, entre les annonces et la réalité, il y a une grande différence. Bonne nouvelle pour les citoyens de Cité Soleil, Village de Dieu, La Saline, entre autres. L'hôpital Chancerelle a repris du service. Et cette fois, le bâtiment se divise en deux parties, une pour recevoir les patients qui souffrent d'autres pathologies et une autre pour ceux qui sont atteints du coronavirus. Un calme apparent règne dans la zone, mais toujours est-il, l'insécurité demeure une source de préoccupation. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Association des juges de paix haïtiens annonce la reprise de la grève pour une deuxième semaine. Opération Bras croisés est le titre donné à cette deuxième série de grèves selon le porte-parole de l'association, Antoine Dieunot. Les revendications sont les mêmes. Le rapatriement du budget du CSPJ pour résoudre certains problèmes de juges, le renouvellement du mandat des magistrats et l'exigence de matériel capable de les aider à respecter les mesures d'hygiène dans le cadre de leurs fonctions dans les tribunaux en ces temps de Covid-19. Non, tout membre association AJUFA, nous avons adressé une requête à CSPJ et à travers laquelle nous soumettons à l'appréciation de tout membre conseil là un ensemble de revendications côté que nous avons accordé un délai imparti pour être capable de satisfaire les revendications. Donc, nous constatons que le délai a épuisé et jusqu'à cette date, rien n'est fait. Donc, nous autres, au niveau du comité provisoire, nous décidons de lancer une opération de grève qui est baptisée Opération Bras croisés. Et nous demandons à tout magistrat de paix de la République, dès aujourd'hui à même, pour être capable de faire preuve de ça étant que magistrat, pour être capable de respecter parole parce que le magistrat parle, c'est comme quoi c'est représentant Jésus-Christ qui parle. Dans le cas ça, ensemble de revendications que nous soumettons à CSPJ, liées axées sur les 6 points. À savoir, CSPJ doit gagner un budget de fonctionnement raisonnable pour capable permettre de répondre à attentes juge. Ensuite, nous demandons à ce que gagner un rapatriement du budget d'investissement de la justice à CSPJ. Et troisième point, qui c'est transfert de compétences. Quatrième point, nous exigeons
de meilleures conditions de travail pour tous les magistrats de la République. 5e point, l'accès sur les équipements et matériels permettant aux magistrats d'appliquer le décret du 20 mai pris par l'exécutif. Et enfin, nous voulons que, une fois CSPJ fin bay avis favorable à un magistrat, faut que mandat renouvelé sans condition. Voilà en gros c'est ensemble de revendications ça yo que nous-mêmes au niveau de l'association de la JUFA nous entendons à ce que revendications ça yo satisfait. Le budget pour l'année fiscale 2019-2020 a été adopté en Conseil des ministres à la fin de la semaine dernière. C'est un budget qui s'élève à 198 milliards 700 millions de gourdes et qui est en augmentation de 36,4% par rapport au budget précédent. Pour en analyser un peu le contenu et voir vers quoi nous nous dirigeons, nous avons avec nous ce soir l'économiste Enomi Germain. Bonsoir, Monsieur Germain, et bienvenue sur Metro News. Alors, bonsoir Serge, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur Metro News pour commenter l'actualité, notamment l'actualité économique et nationale et voire internationale. Voilà, bon, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très satisfait de ce budget, que vous le trouviez un peu irréaliste, c'est bien ça? Oui, en effet, parce que, écoutez, moi, je ne crois pas véritablement, on va dire, dans les prévisions du gouvernement. Et lorsque les prévisions, en tout cas, ne sont pas atteintes, en quelque sorte, ce qui va se poser, c'est que non seulement le budget est irréaliste, mais ça met en question, en tout cas, un principe budgétaire, c'est un principe sacro-saint que l'on appelle le principe de sincérité du budget. Et je vais vous expliquer dans le cadre de ce budget. C'est que d'abord, l'ensemble des ressources domestiques que le gouvernement entend avoir dans le cadre de ce budget, c'est environ 89,3 milliards de gourdes. On est d'accord. Mais maintenant, il y a vendredi la note de politique monétaire pour le deuxième trimestre de l'exercice et qui a été publiée par la Banque centrale de la République d'Haïti. Eh bien, à travers cette note, on a vu quoi? On a vu que, écoutez, entre octobre 2019 et mars 2020, en tout cas, les recettes publiques, c'est-à-dire les ressources domestiques qu'on a pu collecter, avoisinait le chiffre de 41,7 milliards de gourdes. Et quand on prend 41,7 milliards de gourdes dans les prévisions, en tout cas qui sont dans le cadre de ce budget, des prévisions de l'ordre de 89,3, on va voir que ça représente seulement 46%. Mais écoutez, et les 41,7 milliards de gourdes ont été collectés durant, on va dire, la première moitié de l'exercice, c'est-à-dire durant la moitié de l'exercice. Eh bien, si durant la moitié de l'exercice, on a seulement collecté 41,7 milliards de gourdes qui représentent 46%, et en tout cas, durant cette période, il n'y a pas eu de corona. Et avec corona, on comprend bien qu'il y a eu d'abord un problème au niveau des importations, et aussi au niveau des exportations, et ça favorise en tout cas ce qu'on appelle une baisse des recettes douanières. Et de notre côté, on sait qu'il y a des entreprises qui se ferment définitivement, il y en a d'autres qui se ferment, on va dire temporairement. Et c'est-à-dire les recettes de la DGI vont probablement également baisser. Eh bien, comment expliquer que, eh bien, dans l'autre moitié de l'exercice, on va prélever beaucoup plus de fonds qu'on a prélevés dans la première moitié, là où il n'y a pas eu, en tout cas, de coronavirus. Donc, pour moi-même, ce n'est pas réaliste. Et il y a un autre élément qu'on pourrait considérer. L'autre aspect qu'on pourrait considérer, on va dire, c'est, en tout cas, le montant que le gouvernement entend mobiliser à travers les bons du Trésor. C'est environ 25,7 milliards de gourdes. Ce n'est pas réaliste à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que justement, dans une période aussi incertaine, il est clair qu'on ne va pas mobiliser 25,7 milliards de gourdes, d'autant plus que
eh bien, les bons du Trésor en général ne sont pas attractifs. Pourquoi? Parce que le gouvernement accuse toujours des retards, en tout cas dans le paiement de ces bons. Eh bien, donc, lorsqu'on considère ces deux aspects, donc, il y a lieu d'avoir des doutes sur l'ensemble des prévisions du gouvernement en matière de ressources domestiques. Et quand il y a des doutes comme ça, évidemment, il faut être d'accord que c'est le problème de la sincérité du budget qui est mis en question. D'accord, Enomi, je vous avais donné les raisons pour lesquelles vous trouvez que ce budget n'est pas réaliste. Vous avez abordé seulement la question des recettes pour l'instant. On n'a pas encore vu le chapitre dépenses, mais tout le monde sait que ça fait des années et des années que le budget haïtien repose sur le financement international. Pendant des années, ça a été l'Union européenne qui mettait de l'argent et j'imagine que ça n'a pas changé encore. La part de l'international dans ces 198 milliards 700 millions est de combien? Et c'est autour de 40% cette année, heureusement, parce que le gouvernement dit que, écoutez, il va mobiliser des recettes publiques de l'ordre de 89,3 milliards de gouttes, ça c'est un. Et deuxièmement, il y a un montant de financement interne qui est, on va dire, extrêmement important. C'est un financement c'est un financement monétaire de la BRH qui avoisine en tout cas les 30,1 milliards de gouttes en quelque sorte. L'international, par exemple, dans l'exercice. Et je crois que c'est la première fois que ça se passe pour un budget. Oui, pratiquement, c'est l'une des rares fois que ça se passe comme ça. Mais ce que je dois vous dire aussi, c'est que le financement de la BRH, et ça peut poser en quelque sorte problème. L'année dernière, par exemple, il y a eu un montant de financement record. L'international avait fait des promesses. Ce que je dois vous dire, c'est qu'en 2019, eh bien, le montant aide-projet, par exemple, était zéro. C'est-à-dire que l'international n'avait pas participé au financement du budget. Et pourquoi? Parce que c'était donc le budget 2017-2018 qui était reconduit en quelque sorte. Eh bien, cette année, c'est-à-dire dans ce nouveau budget, l'international entend participer et l'international participe déjà. Ça, il faut bien le noter. Parce que, il ne faut pas l'oublier, ce budget-là est exécuté déjà à environ 53%. L'international, le FMI avait donné 111,6 milliards de gouttes. C'est une participation. La Banque mondiale entend mobiliser une partie du fonds. C'est une participation. Il y en a de même pour l'Union européenne, il y en a de même pour la BID, etc., etc. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est à partir du Trésor que la plupart des projets sont financés. Très bien. Bon, écoutez, Enomi, abordons un petit peu le côté recette. Vers quoi va-t-on? Est-ce que c'est un budget qui tient compte des revendications sociales, par exemple, ou quels sont les secteurs à qui on a donné la priorité? Les secteurs, je ne sais pas, l'éducation, la sécurité, l'agriculture. Quels sont les ministères qui vont le plus profiter de ce nouveau budget et quels sont ceux qui vont perdre? Alors, il y a deux façons d'aborder ce problème. La première façon, c'est que, et dans le cadre de ce budget, on va dire, dans les motifs de ce budget, le gouvernement a dit qu'il a 4 priorités. La première priorité, si vous voulez, c'est d'abord la question de la COVID-19, c'est-à-dire que le gouvernement entend combattre la COVID-19. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le gouvernement parle de la sécurité interne. La troisième chose, le gouvernement parle, on va dire, de ce qu'on appelle et la mise en œuvre d'un ensemble de projets, en tout cas qui peuvent avoir des résultats rapides. Et en dernier lieu, le gouvernement vise ce qu'on appelle le redressement des finances publiques. Ça, en tout cas, ce sont les priorités dans, si vous voulez, les motifs de ce budget. Mais lorsqu'on regarde le budget dans la réalité, ça c'est la deuxième façon, on voit que, écoutez, il y a un ensemble de postes qui sont très importants. Par exemple, il y a le MTPTC, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui détiennent le chiffre de 13,1% du total de ce budget. En tout cas, c'est le poste le plus important de ce budget. En tout cas, le deuxième poste important, c'est justement ce qu'on appelle la subvention de l'énergie dans ce pays. La subvention de l'énergie, en tout cas, pèse environ 12,9% du total de ce budget. Et le troisième poste important, c'est ce qu'on appelle les interventions publiques. Le quatrième, c'est justement le MSPP. Le MSPP, à cause notamment du coronavirus, en tout cas, va peser environ 10,9% de ce budget. Et le cinquième poste important, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Le service de la dette, c'est environ 10%, donc le chiffre exact c'est 10,1% de ce budget. Lorsqu'on regarde justement à travers ces chiffres ou bien à travers ces dispositions, ce qu'on peut comprendre rapidement, c'est que le premier bénéficiaire de ce budget, c'est le MSPP.
Et c'est pour ça qu'il est peut-être possible de qualifier ce budget d'un budget Covid. D'ailleurs, pour combattre Covid-19 essentiellement, le gouvernement a fait des prévisions de l'ordre de 17 milliards de gouttes. C'est-à-dire, entre mars 2020 et septembre 2020, le gouvernement entend mobiliser 17 milliards de gouttes uniquement pour combattre Covid-19, c'est-à-dire 160 millions de dollars américains. Si vous prenez ça par jour, ça va donner à peu près 800 000 dollars américains de mobilisation par jour. En tout cas, 800 000 dollars américains à mobiliser par jour. Là, c'est peut-être une bonne chose puisque vous le savez déjà, la santé n'a pas de prix. Covid-19, c'est une question de santé publique. Là, on est d'accord. Mais attention, Covid-19 pose deux problèmes. C'est un problème de santé publique, on est d'accord. Et deuxièmement, c'est un problème économique. Et les problèmes économiques engendrés par Covid-19, ce sont des problèmes qui vont se greffer, notamment à un problème d'insécurité alimentaire qui existait déjà dans le pays. Ce sont des problèmes qui vont se greffer à un problème de mauvaise performance du secteur agricole. Et je viens de vous parler de l'insécurité alimentaire. Pour combattre l'insécurité alimentaire en général en Haïti, eh bien, il faut passer par l'agriculture. Mais malheureusement, on a remarqué que par rapport à 2017-2018, le budget du ministère de l'Agriculture, en tout cas, a été drastiquement coupé. C'est-à-dire, le budget a drastiquement baissé et son baisse de pratiquement un quart. Son baisse de 24,4%. On a parlé là d'une baisse de 2,2 milliards de gouttes. Donc, véritable perdant dans le cadre de ce budget, eh bien, il faut être d'accord, c'est le secteur agricole qui, en tout cas, est laissé de côté. Eh bien, et le gouvernement a choisi, en tout cas, de privilégier un ensemble d'autres secteurs. Eh bien, si vous voulez, aux grandes dames même du secteur agricole. Et je reprends, on est d'accord que la priorité soit accordée aujourd'hui au MSPP, notamment pour, en tout cas, combattre la propagation de Covid-19, mais c'est une mauvaise chose de laisser de côté l'aspect agriculture, étant donné que Covid-19 pose deux grands problèmes. C'est un problème de santé publique, je le rappelle, et deuxièmement, c'est un problème économique. Oui, d'ailleurs, cette dichotomie entre santé publique et économie, c'est le casse-tête que tous les gouvernements du monde doivent résoudre. Certains, comme Trump et Bolsonaro, ont décidé d'ignorer l'aspect sanitaire et de ne privilégier que l'économique. Dans d'autres pays, en Europe en particulier, on essaye de trouver un équilibre très difficile entre s'occuper de l'aspect sanitaire et ensuite s'occuper de l'économie, les deux choses par ailleurs étant liées. Et c'est sûr que c'est le déconfinement et la reprise, entre guillemets, des activités économiques qui va apporter un éclairage très fort sur le Covid-19. Mais ce que vous dites là, finalement, enfin, les faits que vous avez apportés là, vont pratiquement à l'encontre de ce que le Premier ministre déclarait hier ou avant-hier encore, quand il disait qu'il fallait absolument mettre l'accent sur la production nationale. Mais si il faut mettre l'accent sur la production nationale et qu'on commence par couper le budget du ministère de l'Agriculture de un quart, on est en pleine contradiction, là. Au niveau de ce budget même, il y a pas mal de contradictions. Je suis bien content que vous ayez fait, en tout cas, et ressorti, en tout cas, vous avez signalé les contradictions qui existent au niveau de l'agriculture. Mais écoutez, au niveau même de tout ce budget, il y a des contradictions. Je vais vous donner un exemple. On a expliqué que l'un des objectifs de ce budget, c'est le redressement des finances publiques. Le redressement des finances publiques, en deux termes très clairs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut limiter le montant de déficit budgétaire, en général, qui est financé par la Banque centrale. Et ça pose, en tout cas, des problèmes de change. Alors que dans ce même budget, on dit on a l'objectif de redresser les finances publiques, on prévoit déjà des financements monétaires de la BRH de l'ordre de 30,1 milliards de gouttes. Et c'est pour la première fois dans l'histoire récente de ce pays qu'on atteint un niveau de déficit budgétaire aussi élevé. Donc, vous voyez, c'est un autre niveau de contradiction, étant donné qu'on ne peut pas parler de redressement des finances publiques pendant qu'on prévoit un déficit budgétaire aussi important. D'ailleurs, on note même dans ce budget que le déficit budgétaire sera supérieur à 6% du PIB. Donc, vous voyez, il y a pas mal de contradictions au niveau même du document du budget. Ouais.
Oui, oui, quoique dans le même temps, parallèlement à ce redressement des finances publiques, le Premier ministre a insisté sur un retour à la bonne gouvernance, ou plus exactement une lutte contre la mauvaise gouvernance et une lutte acharnée et définitive contre la corruption, les corrupteurs et les corrompus. Tout ça marche ensemble, non ? Bon, écoutez-moi, j'ai pas vu en tout cas des lignes au niveau de ce budget qui prévoient, on va dire, le combat contre la corruption véritablement. Pour moi, ça n'a pas été des priorités de ce gouvernement. Oui, non, là je parle des déclarations du Premier ministre, et maintenant vous avez un document entre vos mains, donc il y a les déclarations d'un côté, il y a le document de l'autre, et le document ne reflète pas forcément ce que les déclarations ont dit. C'est ce que je vois. En effet, parce qu'au fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas regarder seulement, on ne peut pas considérer uniquement les déclarations des autorités. Parce que le budget, il ne faut pas oublier, c'est l'outil de planification économique par excellence. C'est à travers le budget qu'on va voir l'ensemble des priorités, des orientations d'un gouvernement. Or, dans ce budget-là, eh bien, la corruption ne figure pas parmi les priorités. Donc, comment expliquer que, en tout cas, le combat ou la lutte contre la corruption, en tout cas, fait partie des priorités du gouvernement? Malheureusement, je ne le vois pas. Ce serait une bonne chose, mais malheureusement, je ne vois pas et qu'il y ait ça au niveau de ce budget. Bon, ben écoutez, Monsieur Germain, merci de cette analyse précise, approfondie, et nous comprenons bien maintenant pourquoi vous avez jugé ce budget un peu irréaliste. Bon, c'est à moi de vous remercier. Le plaisir est toujours pour moi. En tout cas, on espère toujours mieux pour ce pays. Mais malheureusement, comme vous le voyez, il y a toujours des contrastes au niveau on va dire, de la gestion de la chose économique dans ce pays. Merci encore, Monsieur Germain. Merci de vous être libéré pour venir nous apporter votre éclairage précis, concis sur ce budget 2019-2020. Et bonne fin de journée. Bonne fin de journée, merci. À bientôt. Allez. Voilà, c'était Monsieur Enomi Germain, économiste, qui nous donnait la lecture qu'il a faite du budget 2019-2020, adopté en Conseil des ministres vendredi dernier et qui s'élève à près de 200 milliards de gourdes, 198 milliards 700 millions, et en augmentation de 36,4% par rapport le dernier qui date de 2017 et qui était à chaque fois reconduit. Voilà. Le pape François a adressé un message à la communauté de la Fondation Scholas Occurrentes, réunie pour une rencontre virtuelle à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Dans son message, le Saint-Père se souvient de quelques moments de l'histoire de cette fondation et souligne l'importance de créer une éducation qui transmet la gratuité, le sens et la beauté. Notons que la Fondation Scholas Occurrentes est une institution créée par le pape François en 2013 dans le but de promouvoir un changement dans le paradigme éducatif par le biais de la culture de la rencontre. Elle réunit des communautés éducatives de différents contextes culturels, socio-économiques et religieux afin de réaliser l'intégration sociale et le développement humain intégral via l'engagement de tous les acteurs de la société. Armonizando el lenguaje del pensamiento con los sentimientos y las acciones. Lo que ustedes me escucharon varias veces, lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizado. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente. Yo vi en escuelas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos. Es imposible, yo lo vi. Vi a los jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. Lo vi. A los estudiantes de Haití pensando con los de Dubái. A los niños de Mozambique pintando con los de Portugal. Vi entre Oriente y Occidente
un olivo creando cultura del encuentro. Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Escolas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la universidad del sentido, porque educar es buscar el sentido de las cosas, es enseñar a buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos. Ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía. Alumnos de todas las realidades, lenguas y creencias, porque nadie queda afuera cuando aquello que se enseña no es una cosa, sino la vida. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.